Mesdames, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les discussions se poursuivent avec les différents partis politiques en vue de la formation d'un gouvernement inclusif. L'annonce en a été faite ce lundi par le secrétaire d'État à la communication, Franz Exantus. Plusieurs étapes sont déjà franchies vers la réalisation du référendum le 27 juin prochain, selon ce qu'ont fait savoir les responsables de communication du CEP. Woody Ethéard, alias Sonson La Familia, est actuellement entre les mains de la direction centrale de la police judiciaire. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt décerné en 2019 par l'ancien commissaire du gouvernement Paul Héron-Villard. Le présumé trafiquant de drogue a été arrêté en République dominicaine le week-end dernier. Le Premier ministre haï, Claude Joseph, a été reconduit à son poste pour 30 jours supplémentaires. Le secrétaire d'État à la communication parle de décisions lucides et politiques du président Jovenel Moïse. Il a confirmé que les discussions se poursuivent avec différents partis politiques afin de former un nouveau gouvernement au pays. Il faut laisser aux négociations le temps d'aboutir, a affirmé le secrétaire. Le politologue Joseph Harold Pierre juge que la prolongation de Claude Joseph au poste de Premier ministre était inévitable vu les difficultés des politiques haïtiens à dialoguer. L'économiste doute même qu'il soit possible de trouver un accord avant le 7 février 2022, compte tenu de l'absence de réalisme des acteurs politiques. Moi, ça ne m'étonne pas du tout qu'il n'y ait pas eu d'accord. Pourquoi? Parce que pour, je dirais, deux raisons fondamentales. Même si on pouvait prévoir que le Premier ministre Joseph Joute allait démissionner, mais ça n'a pas été très clair. Et ça a été de façon soudaine que Claude Joseph a été nommé Premier ministre. Donc je pense que, vu la difficulté de dialogue, la difficulté, le manque de consensus en Haïti, ça ne m'étonne pas du tout que le gouvernement ne soit pas arrivé, qu'il n'y ait pas eu d'accord entre le gouvernement et l'opposition pendant un mois. Je pense que c'est un temps très court dans le contexte haïtien pour arriver à un accord. Donc ça ne m'étonne pas du tout qu'il n'y ait pas eu d'accord. Mais la question fondamentale, est-ce qu'il peut y avoir accord? Extrêmement difficile parce qu'il y a trop... la question le problème est multifacétique et il faut tout résoudre à la fois. Il est extrêmement difficile d'arriver à un accord dans le contexte actuel. Pourquoi? Tout d'abord, il faut toujours considérer la fin du mandat du président. Ça va être quand? Et moi, j'ai ma position comme politologue, comme expert. L'opposition a sa position jusqu'à présent. La position de l'opposition, à mon avis, a été une position assez extrémiste, peu flexible. Donc ça ne permet pas le dialogue, ça c'est d'un côté. De notre côté, le gouvernement n'est pas moins extrémiste, parce que même si le gouvernement invite au dialogue, ses démarches contredisent ses prises de position. Donc, c'est extrêmement difficile d'asseoir sur une même table les extrêmes et d'arriver à un accord, d'arriver à un consensus. Donc, je ne crois pas que ce soit possible dans le contexte actuel d'arriver à un accord. Voilà pourquoi ça ne m'étonnera pas ou ça ne m'étonnerait pas que dans un mois, Claude Joseph soit encore reconduit. Parce que si la condition pour arriver à un Premier ministre, tout d'abord, c'est un accord, ben, c'est extrêmement difficile d'arriver à un accord. Le problème jusqu'à présent, le temps qu'il reste à ce gouvernement, disons par exemple, et quand je dis 2022, 7 février 2022, ce n'est pas que je sois pour
la date de 7 février 2022. Mais si on est réaliste, et qu'on ne veut pas que cette situation chaotique s'exacerbe, eh bien, l'idéal aurait été d'accepter que le président s'en aille le 7 février 2022 et, entre-temps, on essaie de préparer l'après-Jovenel, mais tout naturellement, sans référendum pendant son mandat et sans élection. Donc on va vers cette transition. Bien sûr, mais l'opposition ne partage pas cet avis et, à mon avis, c'est la position, à mon avis, la plus réaliste. La police dominicaine a procédé samedi dernier à l'arrestation de Woodley Etehar, alias Sonson La Familia, et l'a remis le lendemain à la PNH. Actuellement, entre les mains de la direction centrale de la police judiciaire, l'intéressé était sous le coup d'un mandat d'arrêt décerné en 2019 par l'ancien commissaire du gouvernement Paul Héronce Villard. Un mandat décerné 4 ans après son acquittement. En effet, le 5 mars 2015, celui que l'on surnomme Sonson La Familia était reconnu innocent des accusations d'enlèvement suivi de séquestration contre rançon, d'assassinat, de trafic illicite de stupéfiants, de vol de véhicules, de détention illégale d'armes à feu, de faux et usage de faux, d'usurpation de titres, de blanchiment des avoirs, de complicité de blanchiment des avoirs et d'association de malfaiteurs qui pesaient contre lui au terme d'un procès qualifié de bâclé par les observateurs. Le processus référendaire va bon train entre la mise en place des structures représentatives du CEP dans les différents départements et communes du pays et l'achat de matériel. Selon les responsables de communication au CEP, plusieurs étapes sont déjà franchies vers la réalisation du scrutin. Richardson Dumel et Hubert Jean plaident en faveur de l'accès à l'information en vue d'une participation populaire au référendum. Donc, pour conseil là, capable d'arriver dans le jour 27 juin, gagner un ensemble de décisions du point de vue structurel et institutionnel, les te prend, à savoir, c'est mettre en place structure déconcentrée, les bureaux référendaires départementaux et bureaux référendaires communaux. Processus ça qui était commencé depuis le mois de janvier 2021, il était abouti dans le mois de mars par installation tout d'abord des membres des bureaux référendaires départementaux et bureaux référendaires communaux. Normalement, pour période référendaire, c'est bureau électoral départemental que nous connaissons sous nom BED qui vini suivant disposition décret référendaire là, bureau référendaire départemental. Et dans règlement généraux, BED là c'est eux même qui représentent conseil là dans département et c'est eux même qui a fait mise en œuvre toute décision conseil là dans département et bureau référendaire communal là c'est même rôle là c'est même mission que les gagnants et depuis BRDO te prend fonction yo gagné déjà diverses séances en formation qui déjà faites pour eux. Et dernière séance formation qui suivent là, sont faites sorti 12 mai pour arriver 14 mai et qui sont passés à là. Et dans le week-end, c'est-à-dire samedi, qui c'est dernier jour, mais c'était une expérience pratique côté que ils ont participé dans une visite guidée dans centre tabulation vote yo. Et comme nous capables constater li gagné matériel qui rivé et qui montrait que effectivement conseil électoral provisoire a pas avancé dans toute mise en place pour processus là. Matériel sensible et non sensible qui est arrivé vendredi et samedi. Quantité matériel non sensible,
c'était 24 050 bouteilles d'encre indélébile avec 2950 kits pour formation. Gagné tout une quantité 2000 téléphones intelligents avec matériel informatique pour centre tabulation vote. Matériel sensible concernait diverses qualités procès-verbal pour faire formation personnelle vacataire. Il y a une autre cargaison qui a rentré mercredi 19 mai. La gagné là-dedans 12 000 kits matériels non sensibles, tant qu'une, permettez-moi de dire ça comme ça en français, 12 000 kits matériels non sensibles, 12 000 isoloirs pour bureau voiture et 3 000 kits non sensibles pour diverses séances de formation. Sous plan légal, en bas pouvoir réglementaire conseiller là, les modifier et prendre divers règlements pour permettre de gérer plus bien le processus référendaire. Par exemple, règlement sous contentieux référendaire, sous observation pendant le processus là, et accréditation journaliste. Il y a l'autre règlement, il prend tout sous vote diaspora dans le référendum. Non. C'est règlement ça qui dit qui côté vote là a fait, comment l'a fait et l'a trié. N'a fait population connaît à la ronde badet, la presse et spécialement connaît conseil là ensemble avec UNOPS fini travail évaluation yo souterrain. KEPA a évalué centre vote yo, UNOPS bon côté PAL a évalué état route yo parce que opération logistique là c'est lui qui a assuré le tout sous contrôle KEPA. Des citoyens de la capitale expriment leurs préoccupations suite à l'introduction au pays de nouveaux variants du coronavirus, alors que d'autres continuent de faire preuve de scepticisme. Des étudiants, des professionnels, entre autres, indiquent que le respect des gestes barrières est nécessaire. Ils tirent la sonnette d'alarme et demandent aux autorités sanitaires d'être plus percutants dans leur communication avec la population. D'un autre côté, des interrogés estiment que cette histoire revient sur le tapis pour que les autorités étatiques aient le temps de finir ce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de terminer lors de l'introduction de la maladie en mars dernier. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. De nouveaux variants du coronavirus sont désormais présents sur le sol haïtien selon les autorités sanitaires et cela préoccupe déjà les esprits. Depuis quelques temps, moi, tant de rumeurs là, oui, vraiment, il a dit que le corona fait apparition, que l'ité doit juste faire cacher pour empêcher rumeurs, après ça, il retourner encore. Dans les nouvelles, c'est justement ça qui dit. En fait, je n'ai pas de preuve palpable pour Haïti. Mais ça me connaît, c'est dans les autres pays, donc faudrait-il bien qu'en Haïti, nous prenions plus de précautions, parce que si la frappe l'autre pays, ça peut arriver, un jour, nous-mêmes, nous sommes victimes de ça. Suite aux différentes interventions des membres de la cellule scientifique, des centres d'établissements scolaires et universitaires ont emboîté le pas. Rencontrés sur une place publique, des étudiantes en sciences infirmières font part des consignes que doivent respecter les jeunes scrupuleusement. Yon moun qui doit parler des gouttelettes, les voies sous, ça seulement qu'à contaminer ou qu'à plusieurs autres maladies après qu'on a de gouttelettes à les voies sous. Dans l'école là, on dit tellement la propager, on dit même dans l'école on va venir l'école là sans cache-nez et si on suivre cours, professeur ou gain cache-nez, professeur pas obligé gain parce que normalement ou qu'à prendre par des gouttelettes si on n'a pas les voies sous normalement ça c'est un moyen pour protéger tête tout contre maladie. D'autres interrogés vont plus loin dans leur réflexion. S'il est vrai que le territoire national est sous la menace de nouvelles souches plus dangereuses que la première, tenant compte du nombre de morts recensés au Brésil et en Angleterre, il faut agir de manière célèbre pour prévenir. L'autorité va supposer besoin de demander pour nous respecter, puisque ça fait partie de savoir-vivre. Et si nous avons déjà une habitude là et qu'on a plus vigilant, c'est bénéficiant, c'est bon côté nous à la pierre. Nous au courant de ça à travers la presse, que nous entendons, surtout à travers les réseaux sociaux. Donc pour l'instant,
que nous-mêmes, tout ça, nous avons souhaité en Haïti que l'autorité, à travers le ministère de la Santé publique, que yo ta dû avant que vague là commence trop frapper, que ta dû commencer mettre toute raison, OK, ta dû commencer communiquer ensemble avec société nation haïtienne non? Donc pour de manière à ce que pour vague là pas trop frapper non. Certains vont recommencer à observer les consignes indiquées précédemment et encourager leurs familles à faire de même. Des mesures sanitaires, OK, pour commencer à communiquer avec la population. Et 6 ans qu'à pas cas, nous j'ai dit comme ça, pour si vague ça a commencé à frapper, parce que nous avons l'affaire, il commence à frapper, parce que matin, nous avons que près de 14 personnes à la République dominicaine qui voyagent pour au-delà. Donc nous avons souhaité qu'en Haïti, nous-mêmes, malgré que nous avons résisté par rapport avec la première vague là, mais deuxième vague là, que l'autorité prend des mesures sanitaires pour permettre nous de stopper vague ça. Il est difficile de faire accepter la situation à ceux qui se sont montrés sceptiques depuis le début de la pandémie en Haïti. Le ministère de la Santé rapporte des cas et des décès, cela ne les convainc pas pour autant. Il s'agit d'un nouveau subterfuge des autorités pour accomplir leurs projets, laisse-t-il entendre. Même là, c'est ta parole. Vague était toujours là, était toujours comme ça, mais vous venez remarquer que vous supposé retourner, tout nouveau cas qui t'a supposé fait. Pour ça, il y a revenu que il y a des gens qui gagnent, mais toujours même qu'on a lié, pas quoi que les plus forts aussi non diminuer. Tranchant dans sa position, cet étudiant va droit au but. Il ne mâche pas ses propos à l'encontre des professionnels de la santé. Les simples citoyens ne sont pas au cœur de leur complot et ne peuvent donc savoir ce que les autorités projettent. Bon, auparavant, pour jusqu'à il y a toujours des gens qui pas quoi la maladie que pas gagner en Haïti vraiment, malgré l'État dit que deuxième vague là est pire, mais pour moi même c'est pas vrai. Si retourner avec travail pour faire qui fait au cas remarquer que une nouvelle vague. En ce qui concerne les nouveaux variants du coronavirus dans le pays, selon les autorités sanitaires, de nombreux citoyens de la capitale sont au courant et bien d'autres ne le sont pas encore. Est-ce un manque de sensibilisation du côté des autorités? Nul ne sait. Mais à bien observer le comportement des citoyens, c'est à se demander si vraiment il y a une nouvelle souche du coronavirus dans le pays. Les gestes barrières ne sont pas respectés et un autre aspect qui attire l'attention, c'est que ceux qui veulent respecter le port du masque en se font ridiculiser par d'autres. Elisitio Lassin et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le regroupement des jeunes pour des actions de développement durable a organisé le week-end dernier une journée porte ouverte en prélude à la célébration de la fête du drapeau ce 18 mai. L'objectif était de sensibiliser les jeunes sur l'importance du bicolore. Lors de cette journée, de nombreuses activités ont été organisées, et notamment un concours de textes de chant et un de danse. Suivez les explications de Jean Roosevelt Millefleur et de Fougère Adolphe. Depuis un certain temps, pas de loisir pour les jeunes en Haïti. Et vous regardez pour jeudi à 15 mai, nous avons fait une fête du drapeau en prélude de l'activité. Parce que c'est sûr, si je me dis des jeunes qui sont venus là jeudi 18 mai, alors ils ont peur. Parce que chaque fois, pour nous commémorer la grande fête nationale, toujours il y a des blousards dans le pays. Donc, nous avons dit, nous fêter ensemble. Fierté de ces drapeaux, il faut nous valoriser. Le jour 18 mai, il n'y a pas de cas, on joue pour nous craser, briser, côté que des jeunes, c'est obligé le 15 mai à fêter. Donc, je dis tout le monde que ERJAD, c'est le regroupement des jeunes pour des actions de développement durable. Il y a toujours passé dans le local nous là, qui c'est Rue Faustin 1er, Pastanis numéro 3. Puis vous venez inscrire, remplir des formulaires, puis vous avez toujours participé avec nous des actions que nous avons faites. Nous disons aujourd'hui, c'est un gros jour parce que c'est un groupe jeune que nous avons cadré depuis quelques temps, pas longtemps, qui prend des initiatives louables. Par exemple, on a organisé Fête des femmes. Et je venais aujourd'hui à prendre engagement pour honorer bicolore pays. Dans ce sens, nous avons jugé l'important en tant que monde qui travaille avec la jeunesse, en tant que monde qui remet jeune, pour nous accompagner dans l'activité. L'activité a qui s'allie, jeunes du côté ressorti. Et activité sont activités qui fait autour de la jeunesse. L'objectif de l'activité, c'est pour parler jeunes de drapeau pays. Parce que nous avons des choses qui disparaissent sérieusement dans le pays, c'est le civisme. Je pense avec ERJAD et son occasion spéciale que nous gagnons, que la jeunesse gagne pour le pays, pour le civisme, drapeau, non, l'autre forme, l'autre
façon pour nous exprimer nous. Et matin, le montrer dans la salle là, forme de franchement que je suis content. Je regarde moi salle là chargé jeune. Et je regarde les chorégraphies qu'a fait, je regarde des textes que y a pris. Ça fait me content et forme de sincèrement ça encourager moi pour encadrer groupe jeune ça et m'a demandé tout le monde qui proche nous, tout le monde qui pas proche nous qui dit que la jeunesse c'est avenir pays a, yo gen intérêt pour rejoindre le mouvement ça pour venir encadrer lui pour permettre que nous ba pays en l'autre souffle pour permettre que un autre groupe monde cap réfléchir réellement pour pays a. Et moi je pense que Erjad symboliser question ça et moi me dit bravo pour yo. Je me dis aïe bobo pour yo parce que je pense que je venais aujourd'hui à nous commencer à dire espoir pas perdu malgré situation difficile qu'il y a dans le pays. Notre invité d'aujourd'hui, par téléphone, hélas, a été président du Sénat de 1995 à 2000, candidat à la présidence en 2016, l'année où Jocelyn Privert l'a emporté, et également membre fondateur et actuel coordonnateur général de l'Organisation du Peuple en Lutte, OPL. J'ai nommé Monsieur Edgar Leblanc fils. Bonsoir, Monsieur Leblanc. Bonsoir, Monsieur Klang. Bien, eh bien, nous allons nous pencher sur l'actualité. Et la première actualité du moment, c'est bien entendu ce fameux référendum. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, le référendum qui est associé à la tenue d'élection à la fin de l'année par M. Jovenel Moïse de façon unilatérale est contre la Constitution, puisque la Constitution interdit toute opération de consultation populaire par référendum pour modifier la Constitution. En fait, l'on a remarqué que la publicité pour le référendum, l'opération de présentation n'est pas menée par le pouvoir en place, mais plutôt par le CEP actuel, CEP qui est illégitime, illégal, qui n'a pas prêté serment devant la Cour de cassation, et c'est cette institution qui devait être au-dessus de la mêlée, s'occuper uniquement que d'opérations techniques, eh bien, c'est elle qui fait la campagne de présentation, et on a vu comment les citoyens un peu partout, dans le nord-ouest, dans la Grande-Orge, dans le centre, ont accueilli ces gens en leur disant qu'il faut respecter la Constitution. La Constitution l'interdit. Nous aussi, à l'OPL, comme dans les autres instances politiques d'organisation où nous participons, alors nous autres aussi, nous sommes contre cette opération unilatérale de référendum que M. Jovenel Moïse veut imposer à la population. Nous sommes dans une situation où la concertation est ce qui doit être fait, étant donné que les conditions pour modifier la Constitution par les voies définies dans les dispositions constitutionnelles ne sont pas réunies et que le pays vit une crise profonde et très probablement il faudra donc se réunir, se mettre ensemble, soit à travers la conférence nationale, états généraux ou autre dialogue national, pour réorienter, redéfinir les grandes orientations économiques, politiques du pays. Et en ce sens, on aura donc pris les dispositions sur la base de consensus en dehors de possibilité de respecter les dispositions constitutionnelles pour réussir une telle opération. Bien, donc si j'ai bien compris, vous êtes partisan d'un dialogue national. Je suis partisan d'assises nationales. On pourra les appeler de n'importe quelle façon. D'accord. Conférence nationale, États généraux, mais il nous faut nous asseoir les différents représentants des différents secteurs de la société haïtienne quand le pays est malade. Et cette crise est une crise qui a ses racines profondes, bien loin de notre histoire. Donc maintenant, nous sommes arrivés à un point où le système ne peut plus fonctionner, il est à bout, il faut donc nous asseoir pour redéfinir les choses. Mais est-ce que les participants à ces assises nationales, est-ce que parmi eux, il y a le président Jovenel Moïse ou ses représentants, ou bien faites-vous partie de ceux qui déclarent qu'il n'y a aucune discussion possible avec M. Moïse? Je ne suis pas un rêveur, je suis quelqu'un très optimiste
ok, mais qui regarde la réalité. M. Jovenel Moïse n'a jamais été pour des assises nationales. C'est lui qui avait organisé, entre guillemets, des états généraux et qui a pas organisé, mais mis en place un conseil, une commission, et puis qui ensuite l'a mis de côté. C'est lui qui a boycotté les initiatives, les tentatives de M. Stéa. Jamais, hein. Et c'est pas aujourd'hui qu'il le ferait. On l'a vu jouer le temps, faire passer le temps pour mettre à plat les institutions, notamment le Parlement, le 13 janvier 2020. Moi, je parle plutôt, ok, de prise de conscience au niveau national des élites de ce pays et, lorsque viendra le moment, mais il faut déjà commencer à l'initier graduellement pour que lorsque viendra le moment, toutes les composantes de la société puissent participer. Oui, l'histoire récente, je veux dire, de ces 2 dernières années, nous a montré que le dialogue est la chose la plus difficile à obtenir aujourd'hui, face à une opposition plurielle, un gouvernement qui campe droit dans ses bottes. Faire s'asseoir ces différentes personnes autour d'une table, c'est presque une gageure. En fait, on a vu effectivement, comme vous dites, et on croit même que les Haïtiens ne peuvent pas s'asseoir. C'est pas l'expérience que moi j'ai faite dans mes relations avec beaucoup de gens, avec lesquels je ne partage pas toutes les idées, on n'est pas d'accord sur tout. Mais depuis quelques temps, ou plutôt relativement long, 2018, ok, j'ai entrepris avec d'autres une démarche de marcher contre eux. Aller vers les autres, les rencontrer, discuter avec, essayer de se mettre ensemble, se rassembler. Et ça avance, ça marche. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a dans le pays plusieurs cercles de réflexion et d'action qui essaient de mettre un petit peu à côté la conjoncture qui souvent nous rate et ne nous permet pas de réfléchir vraiment et de penser aux causes profondes de nos difficultés, de nos malheurs, aux causes profondes de cette crise-là. Et dans ces cercles-là, on est arrivé à identifier les causes et la communication. Le déficit de communication est le global, la première cause. Et petit à petit, il y a des représentants de différents secteurs de la société qui participent. Et après réflexion sur les causes, on est en train de regarder les scénarios possibles qui pourraient arriver à l'avenir. Et parmi ces scénarios, l'un d'entre eux, c'est-à-dire celui que tout le monde souhaiterait, c'est celui qui passe par le dialogue, la concertation pour un éveil citoyen et qui pourrait nous amener à l'établissement réel de démocratie qui prend du respect des règles établies, respect de la loi, mais aussi de partage, de développement, de partage de richesse. Car aujourd'hui, la demande sociale, je dirais, c'est pas seulement liberté, c'est aussi prospérité, partage des richesses du pays. Est-ce que cela passerait également par des élections générales? Vous savez, les élections, c'est-à-dire que le recours à la souveraineté populaire, c'est toujours le bout de toute démarche, hein, surtout lorsqu'on est en démocratie, même si cette démocratie, elle est balbutiante. Donc, il nous faudrait de toute façon arriver à des élections. Pour ça, il faut prendre les dispositions de manière à ce que ces élections ne soient pas des élections contestées, des élections qui viennent augmenter, c'est-à-dire rendre plus difficile encore la crise. Il faut un CEP qui répond à des critères d'honnêteté, de compétence, de participation des secteurs de la société en général et aussi à des instruments d'identification de l'électorat qui mettent les gens en confiance et qui permettent que maintenant les instruments de participation aux consultations populaires et populations que sont les partis politiques aussi trouver l'encadrement suffisant nécessaire pour qu'on puisse participer à de bonnes élections. Qu'est-ce que vous pensez de la position du CNI qui parle de environ 4 500 000 électeurs potentiels qui auraient déjà reçu leur carte? Ah, c'est pas ce que j'ai entendu. J'ai entendu qu'ils ont produit 4 500 000, mais que les 4 500 000 ne sont pas totalement distribués. Vous avez raison. Vous avez raison. 4 500 000 aussi, c'est sur environ 7 millions et pic d'électeurs. Exact. D'électeurs. Alors,
entre guillemets, autoritaire, décider que, eh bien, on ne va pas s'occuper de ceux qui n'auront pas encore reçu leur carte, etc. On fait les élections avec ceux qui l'ont. Et parmi ceux qui l'ont reçu, on a vu le gros problème que certains ont 2 cartes, 3 cartes. Et ça demande, à mon avis, un audit technique du travail fait par la firme Dermalog sous la supervision de l'ONU. Il le faut pour qu'il y ait confiance et que ces élections puissent être réalisées de façon avec la plus large participation. Un dernier point, Monsieur Leblanc. L'OEA est censé envoyer une délégation en Haïti incessamment. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? En fait, je suis de ceux par l'OPL qui, avec d'autres organisations politiques dans le groupe appelé DIRPOD, qui a écrit au Conseil permanent de l'OEA, et faisant remarquer que la résolution qui avait été prise et où le Conseil offrait ses bons offices pour tenter de trouver des solutions à la crise haïtienne, eh bien, cette résolution n'a pas été suivie par le secrétariat général. Et qu'on s'étonne du fait que, protagoniste de la crise, puisqu'on n'est pas informé. Alors, on a dit au Conseil permanent, à la présidente du Conseil permanent, qu'on était disponible et ouvert donc à rencontrer cette commission. Je sais d'abord que le Conseil permanent devra trouver la formule pour former cette commission. Et il paraît qu'il y a des problèmes au sein du Conseil permanent. Donc nous sommes ouverts à recevoir cette invitation pour rencontrer cette commission lorsqu'elle sera formée et elle sera en Haïti. Je suppose que ce ne pourrait être qu'une commission d'exploration qui viendra à collecter des informations, se faire une idée claire de la situation, et puis peut-être après, elle pourrait savoir quel va être, si vous voulez, le rôle qu'elle pourrait jouer. Mais en attendant aussi, il faut souligner que du côté haïtien aussi, il y a beaucoup d'efforts qui étaient en train d'avancer et qui, récemment, la semaine dernière, sont aboutis à la présentation d'une commission chargée de rechercher des solutions aussi à la crise. Une commission qui réunit des représentants de plusieurs secteurs de la société haïtienne. Très bien, très bien. Bon, alors, un dernier mot, Monsieur Edgar Leblanc, fils. Est-ce que pour les semaines ou les mois qui viennent, vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Et est-ce que nous allons encore continuer longtemps avec la Constitution de 1987? La Constitution de 1987 a répondu à un moment précis, mais continue aussi à répondre à une demande sociale qui était un autre État, une autre forme de gouvernance. Et la Constitution a voulu rompre avec la logique de rapport de force, pour nous inviter à nous introduire dans une logique de concertation, de dialogue, de négociation, de compromis. Malheureusement, les exécutifs qui ont dirigé ce pays de 87 à aujourd'hui n'ont jamais voulu appliquer cette constitution. Exact. Et comme dit Louis-Joseph Janvier, la meilleure constitution est celle que l'on applique. Or, celle-là, on n'a jamais voulu l'appliquer vraiment. Regardez les institutions qui devaient être mises en place. C'était permanent, par exemple, très important. Ça n'a jamais pu être mis en place. Le Conseil, avant la commission de conciliation et après l'amendement, le Conseil constitutionnel jusqu'à présent. Vous voyez? Et je ne parle pas des collectivités territoriales, des organes des collectivités territoriales. Vous voyez? Pour moi, cette constitution mérite d'être appliquée pour savoir vraiment les failles qu'il y a. Cependant, il y a déjà, on a pu identifier quelques failles qu'il faudrait corriger, amender. Cela demande de la concertation pour corriger ce qui peut être corrigé et permettre qu'on puisse vraiment se mettre à respecter les règles que nous nous donnons. Eh bien, écoutez, Monsieur Leblanc, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir accordé un peu de votre temps et d'avoir fait un tour un petit peu du tableau politique dans lequel nous pataugeons depuis maintenant pas mal d'années. Merci encore, merci et bonne fin de journée. C'est un plaisir, Monsieur Claude. Merci de m'avoir invité. Bonne journée à vous aussi.
Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Bonne fête du drapeau demain et à la prochaine. Même heure, même chaîne.